chômage et le pouvoir d'achat sont des problèmes majeurs de la Martinique. En quoi votre vision est-elle différente de celle de Serge Letchimy ou d'Alfred Marie-Jeanne? Tout simplement parce que c'est une vision pragmatique. Je ne suis ni dans l'incantatoire, ni dans l'idéologie. Les gens ont besoin de travailler, ils ont besoin de gagner de l'argent, ils ont besoin de vivre. Alors ils n'ont pas besoin que de cela, mais ils ont d'abord besoin de cela. Et comme je suis un chef d'entreprise, moi j'aborde les problèmes de manière, je vais dire, très simple, et puis sans prétention, mais comme je le dis encore une fois, de manière très pratique. Alors c'est en cela que ma vision est différente. J'ai une vision qui fait que je m'inscris non pas dans une démarche idéologique, mais dans une démarche qui s'appuie sur la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que quand vous avez une démarche idéologique, vous pouvez vous imaginer que vous allez faire de la Martinique la Silicon Valley ou le Cap Canaveral. Quand vous avez une vision pratique, vous pouvez à la fois vous projeter avec ambition et avoir une part de rêve dans vos ambitions, mais toujours en restant les pieds sur terre. Voilà ce qui fait la différence entre la vision de ces personnes qui sont largement pleines de bonne volonté, mais qui certainement sont, je dirais, limitées dans leur champ de réflexion pratique par leur aveuglement idéologique. Ce qui les intéresse, en d'autres termes, c'est le problème du statut de la Martinique. Il y en a un qui veut que la Martinique soit indépendante, l'autre qui veut qu'elle soit autonome, et moi je veux tout simplement que les Martiniquais soient heureux. Quelles sont selon vous les réformes nécessaires à la Martinique? Alors, les réformes nécessaires à la Martinique, d'abord il faudrait une grande réforme de fond qui reposerait sur un constat que nous faisons tous. C'est que nous sommes dans un territoire qui est pétri de ces contradictions. D'abord, nous sommes un petit territoire, loin de la métropole, dans un espace géographique et économique différent de celui de la métropole, avec un système social qui est calqué sur celui des pays les plus développés. Donc la grande réforme à faire, c'est dans nos têtes d'abord. C'est nous dire comment nous nous projetons pour à la fois répondre aux exigences de solidarité, aux exigences de critères sociaux qui sont les nôtres, et en même temps ne pas entraver par ce biais les possibilités de développement. Alors qu'est-ce que je ferai comme réforme, moi en tout cas, président de cette collectivité territoriale? La première réforme que je ferai, qui est à la portée de ce que nous pouvons faire, c'est d'abord une réforme de transparence. Je pense que la Martinique et notamment la collectivité territoriale doivent être beaucoup plus engageantes pour les citoyens, et pour cela, il faut que les citoyens n'aient pas le sentiment qu'il y a des traitements différenciés ou de l'injustice. Et donc, il faut qu'on soit transparent. Je mettrai donc en place des règles de transparence sur lesquelles je me suis déjà expliqué, mais que j'aurai l'occasion d'expliquer ultérieurement. Lors d'une réunion politique, vous sembliez connaître la troisième voie que préconise Serge Letchimy. Expliquez-nous. Ce n'est pas que je semble connaître la troisième voie, c'est que j'ai cherché ce que c'était que la troisième voie. Je me doutais bien que c'était une impasse, mais en cherchant cette troisième voie, j'ai trouvé un document fort intéressant qui indique, signé par le président du PPM, qui indique les 4 étapes qu'ils ont à l'esprit. Alors, on a déjà passé 2 étapes, le rejet du vote 74, vote du 73, les habilitations concernant les lois, et on en est maintenant à la 3e étape, en tout cas telles qu'ils les ont définies. La 3e étape, c'est négocier avec l'État la révision de la Constitution pour aboutir à un État autonome. Je veux dire, on a le droit de dire ça, on a le droit de le penser, mais on se doit aussi de le faire savoir aux Martiniquais. Et les Martiniquais doivent savoir que quand ils voteront le 6 et le 13 décembre, leur vote risque de pouvoir être interprété à l'issue de celui-ci, et celui qui aura voté pour cette liste qui souhaite des étapes jusqu'à l'autonomie, eh bien on va capter son vote en lui disant « mais vous avez voté pour la 3e voie, donc c'est que vous souhaitez l'autonomie ». Donc il faut qu'il le sache. Personnellement, ça ne me gêne pas que quelqu'un soit autonomiste ou indépendantiste, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il essaie de nous conduire, y compris moi-même qui ne suis ni autonomiste ni indépendantiste, qu'il essaie de nous conduire là où nous ne voulons pas aller. En d'autres termes, qu'il essaie de nous refaire le coup du chat dans le sac. Et les Martiniquais ont déjà indiqué qu'ils ne se laissent pas avoir par ce genre de manœuvre. Quelles sont les faiblesses de la politique d'outre-mer prônée par le gouvernement? Selon vous, sur quoi devrait-il mettre l'accent? Alors,
ce ne sont pas, je ne voudrais pas souligner ce qui me semble être les faiblesses de la politique du gouvernement. Je dirais la politique des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je pense que c'est la manière dont on aborde l'outre-mer. On aborde l'outre-mer avec une certaine, quelquefois un peu de condescendance, quelquefois le sentiment un petit peu aussi de culpabilité, et puis quelquefois le sentiment que ce qu'il faut c'est penser les mots et pas penser le mal. Alors, quand j'ai dit ça, ce que je veux exprimer, c'est tout simplement le fait que, bien évidemment, nous sommes, et moi en particulier, je suis profondément attaché à la République française. Et les gouvernements, à mon avis, aujourd'hui, doivent penser l'outre-mer différemment. Il faut d'abord qu'ils considèrent que ça n'est plus acceptable qu'il y ait dans ces régions, ou départements, ou territoires d'outre-mer, une telle disparité de traitement concernant l'emploi. Nos taux de chômage sont 2, 3, presque 4 fois supérieurs à ceux de la métropole selon les régions ou territoires d'outre-mer. Mais ce qui est constant, c'est que nous avons des taux de chômage qui sont déjà considérés comme insupportables à l'échelon national et qu'on nous demande de supporter de manière excessive dans nos départements ou nos régions. Il faut que l'État, les gouvernements, prennent conscience que ça n'est plus acceptable. Et à partir de là, quelles réformes doivent être menées? Eh bien, les réformes qui doivent être menées doivent être des réformes sur le fond. Il faut que l'on nous donne les moyens de notre développement endogène. Le développement endogène, c'est-à-dire le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, l'essentiel de notre développement est la résultante de la dépense publique d'État ou de la dépense des fonds européens. Eh bien, il faut que nous ajoutions à cela le surplus que nous-mêmes sommes capables d'apporter, c'est-à-dire notre propre capacité à produire. Bien évidemment, on doit le faire dans un contexte qui est un contexte européen, du point de vue social en tout cas, et de contexte français, qui sont des éléments qui, sur une économie, sont des éléments pesants. Et nos petites économies, nos petites îles, nos petits territoires n'ont pas les moyens de supporter un système social ultra évolué et d'être économiquement performant. Il faut donc que l'État compense ce déficit structurel de compétitivité que nous avons et qu'il le fasse en particulier dans les secteurs où nous pouvons exceller. Par exemple, pour la Guyane, ça pourrait être le bois, ça pourrait être la recherche minière. Pour nous, évidemment, c'est le tourisme. Et pour d'autres, comme la Nouvelle-Calédonie, ça pourrait être le nickel ou autre chose. Mais en tout cas, chaque fois que l'on a déterminé le secteur d'activité qui, chez nous, est capable de générer de la richesse, de générer de l'emploi, de donner du travail aux Martiniquais, chaque fois qu'on l'a décelé, eh bien, il faut créer les conditions pour que ce secteur se développe. Et c'est ce que font d'ailleurs nos voisins, mais eux, nos voisins de la Caraïbe, mais eux, ils vivent dans des économies économiquement contraintes, alors que nous vivons dans des économies économiquement assistées.